Donc Anne Morel Van Ift va nous présenter une communication intitulée « De l'intime au politique, théâtre et slam où prendre parole devient un objet de fierté ». Anne Morel est comédienne, metteuse en scène, autrice, directrice artistique de la compagnie Sans Titre qu'elle dirige depuis 25 ans, c'est ça, si je ne me trompe pas. Forte d'une formation de juriste et d'études des idées politiques, sa démarche artistique est orientée sur la place de l'individu dans le collectif. Intime et politique sont ses axes de travail explorés dans chacune de ses créations. Je te laisse la parole. Merci. D'où je viens? C'était la question qui se posait ce matin, qu'on me pose rarement, moi, si ce n'est de Flandre. En tout cas, d'où je parle, parce que ça fait 25 ans que je travaille autour de qu'est-ce que quelque chose d'intime bouleverse au niveau universel, sur l'intime et l'universel, l'intime et le politique. Et moi, avec mon interface de femme blonde, avec un background peut-être de bourgeoise, on va dire, quand j'arrive face à des jeunes gens, des jeunes femmes, quelle rencontre il y a, quelle connexion on a, et qu'est-ce qu'elle me veut qu'est-ce qu'elle me veut, et comment on va échanger ensemble. Et ce qui m'intéresse, c'est dans le récit, c'est la notion de vérité, de mensonge, de non-congruence, qui d'habitude, justement, on demande de la congruence dans les récits, et là, dans la rencontre, on va chercher de l'incongruence qui va être bienvenue, de la fiction qui va être bienvenue, de tout ce qui peut composer un récit, d'ailleurs, avec la vérité est tout aussi... on pourrait en reparler de qu'est-ce qu'est la vérité. Mais en tout cas, l'invitation, quand je rencontre, et je vais parler d'une expérience très précise qui s'appelle Héritage Antigone, c'est toujours, voilà, il y a un espace pour prendre parole, et cette prise de parole-là, elle est politique. Et est-ce que tu as envie de prendre parole et de dire qui tu es? D'ailleurs, qui tu es, c'est complètement subjectif, et tu peux attraper les choses dans n'importe quel sens, et parce que c'est tout aussi vrai. Et qu'est-ce que tu as envie de dire au monde? Donc j'ai travaillé beaucoup sur la notion des invisibles, des sans-voix, et donc dans l'extrait que je vais vous montrer, dans l'expérience dont je vais vous parler, je vais parler d'héritage Antigone. Justement, on est aussi reparti sur le mythe d'Antigone. Qui est Antigone? C'est celle qui parle quand même, comme dirait Judith Butler. Celle qui parle quand même. C'est-à-dire, elle est illégitime à parler. C'est une femme, c'est une jeune fille. Finalement, elle a vécu avec Oedipe dans la forêt, donc elle arrive, elle est aussi une étrangère, en tout cas mon Antigone. Donc c'est une jeune fille étrangère qui arrive et qui dit non. Et juste son non, sa désobéissance, va produire tout un changement politique. Et on raconte cette histoire, on raconte qu'en fait on est des notaires, mon complice et moi, et que quand Antigone est morte, sa sœur Ismène a raconté je crois qu'elle épousait un Zaïrois ou un Danois, enfin, je ne sais plus qui, mais en tout cas, elle a eu des enfants partout. Et elle a raconté l'histoire d'Antigone. Et aujourd'hui, on ouvre le testament et on cherche les héritiers. Donc, on les rencontre parce qu'il semblerait qu'ils soient les héritiers, quand même. Et donc, on les invite à ouvrir le testament avec nous. Et le testament, ils le découvriront après, c'est le pouvoir de dire. Elle a légué 3 choses: le pouvoir de dire, le pouvoir d'agir, de désobéir, et le pouvoir d'espérer, de croire. Donc c'est leur héritage, leur legs qu'ils vont découvrir petit à petit. Voilà, dans cette trame, on mélange l'intime et l'universel et le mythe. Et l'idée que leur histoire rejoint une histoire universelle, et que leur histoire est précieuse, et en plus que c'est un objet de fierté,
parce que ce qu'ils vont dire, ce qu'elles vont dire au monde, c'est super précieux. Donc on va regarder un extrait. Oh, mais Gaëtan, bonjour Gaëtan, vous allez bien? Mais alors, il n'y a pas les héritiers? Mais je vais les chercher. Allez chercher les héritiers. Comme il est bienvenu, vous avez le droit de vote. C'est pour Anne, Franck, France, Bloch, Marie-Joseph, Angélique, Carlotta, Malala. C'est pour Sbouya, Nina, pour les folles d'enfer, de la salpêtrière. Pour tous les volontaires, pour la paix en Afghanistan. Pour Marianne Cohen, qui sauvait les enfants. Pour les Turcs en jupe et pour Christine de Pisan. Pour Mulâtresse Solitude, combattant la servitude. Pour Olympe de Gouges, pour tous les chaperons rouges. Pour la juste Antigone. C'est pour Anne, Franck, France, Bloch, Marie-Joseph, Angélique, Carlotta, Malala. C'est pour Sbouya, Nina, pour les folles d'enfer, de la salpêtrière. Pour tous les volontaires de la paix en Afghanistan. Pour Marianne Cohen, qui sauvait les enfants. Pour les Turcs en jupe et pour Christine de Pisan. Pour Mulâtresse Solitude, combattant la servitude. Pour Olympe de Gouges, pour tous les chaperons rouges. Pour la juste Antigone. La planète est en miettes, réchauffement climatique. Et ça joue de la machette, ça fait du fric. Les minutes, les mois, les années passent. Eudi grandit. Tranquille. Oh bah il grandit pas d'un coup les gars, il grandit doucement. Alors commence. Eudi grandit. Et lorsqu'il souffle ses 18 bougies, il part pour Thèbes. Sur le chemin de Thèbes et pas à... Là vous allez dire Gibraltar. Gibraltar. Il y a un jeune homme qui va naître, qui va sortir du Oh non, pas placard, c'est moche. brouillard. À chaque fois une petite Mon rêve à moi. Est-ce que vous avez envie d'un monde de paix et de liberté? Oui! C'est le début d'un long processus. qui dit non à l'horreur. Antigone avance, 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 Antigone avance. On nous dit qu'il n'y a qu'une seule route. Il y en a quand même qui sèment le doute. Y a pas qu'un seul chemin, c'est pas œil pour œil et destin pour destin. On nous dit que c'est perdu d'avance. Mais Antigone avance. Toute seule face à la brutalité, à la fatalité, de la légitime démence, de la légitime vengeance, de la légitime déviance. Antigone avance. Donc voilà, ça s'est passé comment cette aventure. Quand je dis que je mélange l'intime et le politique, c'est pas rien de le dire, parce que dans un atelier d'écriture, j'ai rencontré une jeune femme de 16 ans qui était enceinte et qui était à la rue. Et qui est venue chez moi. Et ça a été un an de bataille. Et puis aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'elle est chez moi et que je vis avec elle et cette petite fille. Et c'est pour dire à quel point la notion d'artistique, d'intime, de politique, de personnel, d'universel, c'est quelque chose qui se met pêle-mêle et qui est opérante et qui fait des miracles aussi. Et que saucissonner les choses, c'est quelque chose dans lequel moi je ne me suis pas retrouvée, mais que mélanger le tout, à un moment donné, l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire, on en parle beaucoup, mais mélanger finalement ce qui se passe sur le plateau, ce qui se passe dans la vie, c'est quelque chose qui fait que le récit est transfigurant. Et je dis ça aussi parce que, je veux bien que tu me passes ça, il y a 10 ans, j'ai travaillé sur un spectacle qui s'appelait R. On est parti à Marseille avec 2 autrices et un auteur. Et Catherine Zambon a écrit ce texte-là qui s'appelle Caïn à Marseille, il y a 10 ans. Et qui raconte l'histoire d'une jeune femme de 14 ans qui est sur le quai de Marseille et qui fait sa levée de deuil de sa grand-mère et qui va accoucher parce qu'elle a attrapé
comme elle dit, un enfant. Elle a attrapé un enfant par l'un de ses passeurs et elle va accoucher et elle est accueillie par une dame avec qui elle va commencer une aventure de vie. Et ça a été écrit 10 ans avant ma rencontre avec la jeune fille avec qui je partage ma vie et qui est la petite fille s'appelle Ramatou Anne en plus. Donc ça a été écrit 10 ans avant. C'est repris d'ailleurs, ça va être joué. Et ce qui se passe dans les liens, dans les tissages, dans les histoires, je dirais autant de ceux qui arrivent que de ceux qui sont là. Constitue aussi quelque chose que j'appellerais de la résilience, mais aussi intime et politique. Et que c'est un grand souffle qui fait que je te regarde parce que tu es aussi... tu accueilles des jeunes gens et il y a toute une association, mine de rien, d'habitants qui se met en route pour accueillir des gens. Et... le fait de parler, d'analyser, le fait d'accueillir, le fait de transfigurer ça de façon artistique, le fait d'aimer de façon intime, tout ça est lié et tout ça fait une grande force aussi et une grande humanité. Et ça, de là où je parle, c'est quelque chose qu'on échange vraiment avec les jeunes qui participent à nos projets. C'est-à-dire qu'ils s'emparent complètement de cet espace parce qu'ils sentent qu'au-delà que le témoignage est un espace poétique, politique et résilient. Et ce qui est très drôle, c'est que le récit n'arrête pas de changer. C'est-à-dire qu'entre la première fois où on se rencontre, la deuxième fois où il est écrit, la troisième fois où il passe au plateau, la quatrième fois où de façon intime, on se rencontre, le récit est tout aussi réel et tout aussi vrai. Le récit qu'ils ont mis à l'ASE, le récit qu'ils mettent au jugement. Tous ces récits constituent une mosaïque de réel et chaque fois opérant. Je dirais aussi d'une façon très pragmatique, le jeune homme que vous voyez qui parle de mon rêve à moi a été Ce que je fais aussi dans mes projets, c'est que je mélange aussi toujours les gens. C'est-à-dire qu'il y avait des jeunes gens migrants, mais il y avait aussi des jeunes gens de lycées privés et il y avait aussi des jeunes gens de centres d'animation. J'aime bien ce mélange toujours pour pas faire des projets trop cloisonnés. Et ce jeune homme a été vu par une professeure de lycée privé qui a été complètement bouleversée et qui a ensuite pris en charge sa scolarité. Ça a fait boule de neige dans le lycée privé, lycée Isaac, pour ne pas le citer. Et là, actuellement, on en parlait à midi, il y a 15 jeunes qui sont reçus et qui suivent des scolarités et qui font des apprentissages. Donc en fait, toute rencontre et tout espace de rencontre est à estimer. C'est-à-dire qu'un récit qui est édité ou un sourire, un regard, il peut servir de façon très pragmatique, puisque là, un jeune homme a été pris dans un lycée, etc. Mais il y a plein de petits aussi qui peuvent être faits. Voilà. Je ne sais pas où j'en suis au niveau temps. J'ai 2 minutes. Alors, je vais parler de Kaina Marseille. Kaina Marseille qui va être jouée et qui va être avec la CIMAD aussi. Il va y avoir un débat autour de la place des femmes aussi dans les parcours de migration, parce que ça aussi c'est quelque chose à la fois de commun et de particulier. Kaina Marseille, donc, qui est un récit de fiction, mais en même temps quand la jeune fille qui est chez moi l'a lu, elle a dit ça, c'est mon histoire. C'est-à-dire qu'à la fois c'est pas son histoire et à la fois c'est son histoire. Et à partir de ça, elle a pu elle aussi réécrire son histoire. Réécrire 15 fois. Hier soir, on était encore à jouer avec les poupées russes et elle expliquait à sa petite fille son histoire, qui était encore une version que j'avais jamais entendue.
avec des nouveaux frères et sœurs, et celle-là est aussi réelle que celle de l'ASE ou celle qu'elle s'est appropriée de Kaina. Il y a un slam sans frontières aussi qui va être le 23 novembre à la M3Q avec des jeunes gens participants du REMIV. Et il y a aussi un atelier public, donc il y a aussi eux, mais on mêle la parole du public parce que finalement on vient tous de quelque part. On a tous des récits de vie, on a tous nos visions sur, etc. Et tout ça va se brasser ensemble. Et la parole, elle est officiellement politique. C'est-à-dire quand j'invite, je dis voilà, tu vas prendre la parole politique. Ton récit, puisque tu as envie de raconter, parce que finalement c'est totalement libre. On a aussi fait un grand bal masqué sur la mairie, avec 11 personnes sur scène, un gros concert de rock sur les super-héros et héroïnes du quotidien. Donc elles sont arrivées parce qu'elles étaient beaucoup de filles, à 8, avec aussi des garçons et des petits-enfants, tout en reines, en couverture de survie. Et elles ont fendu la foule comme ça pour arriver, ces reines-là, jusqu'à la scène et mettre en visibilité aussi elles, eux, ce qu'on brasse aussi en tant qu'hébergeants, ce qu'on brasse aussi avec les personnes qui sont autour et qui... On est tous une communauté d'humains qui sommes sur le même bateau de toute manière, hein, donc on brasse tout ça ensemble. Et puis un spectacle aussi qui va jouer le 26 novembre à la MDE. C'est pas hors sujet, c'est sur les neurosciences. Et du coup, qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que la mémoire, qu'est-ce que le récit et vous avez vu passer La Gorille. Et donc, c'est autour de récit subjectif ou récit objectif. Évidemment, ça n'existe pas. Mais en fait, ce qu'on en dit crée le réel. Voilà. Merci. Merci beaucoup, encore une fois, à tous les trois. Le temps des questions est venu, donc je vais céder la parole à celles et ceux qui souhaitent la prendre. Eh bien, merci pour cette magnifique début d'après-midi. Je suis étonné et puis je voudrais remercier les organisateurs pour avoir organisé les choses ainsi. Comment ce début d'après-midi donne une réponse finalement aux interrogations de ce matin face au discours imposé, face à la désappropriation de l'identité que subissent les personnes en situation d'immigration, face aux stéréotypes, au discours imposé. Finalement, comment finalement ces situations qui privent la personne à la fois de son identité mais de sa position de sujet, comment est-ce que, au contraire, aujourd'hui, cet après-midi, on voit comment est-ce que ces parcours d'immigration peuvent au contraire devenir des richesses parce que les personnes se les réapproprient, parce qu'ils en font quelque chose qui leur appartient. Et je voudrais retenir un terme qui était, je crois, très important, c'est le terme de silence. C'est-à-dire que nous, on a peut-être l'obligation aussi de faire silence, de ne pas commenter à l'infini ces paroles. Je crois qu'elles se tiennent par elles-mêmes. Et peut-être que si nous, on a à dire des choses, c'est peut-être de manière sensible. C'est-à-dire, comme la première intervention l'a montré, c'est-à-dire, je crois qu'on peut en faire quelque chose, on peut transformer, nous, peut-être qui ne sommes pas forcément dans des parcours d'immigration, mais si, parce que je pense que moi aussi, en fait, je suis un immigré, et en fait, on a chacun des choses à raconter, mais à condition qu'on ne nous vole pas la parole. Merci. Moi, je réagirais volontiers à la suggestion que nous devions faire silence
il me semble pas en fait que nous soyons dans cette... Enfin, il me semble qu'il y a un risque de sacraliser les paroles en question, qui ne demandent pas à l'être. Ces personnes sont... Enfin, les récits dont j'ai parlé, moi, sont des récits de personnes qui sont dans un combat pour la reconnaissance de leur expérience et d'une reconnaissance d'une expérience historique avec des violences sociales et politiques. Donc il ne s'agit pas d'entrer dans une espèce de fascination face à ces objets. Enfin, vous dites que c'est... vous avez raison de dire qu'il y a une forme d'appropriation et qu'à partir de là, il s'agit de montrer qu'il y a une forme de résistance et de travail qui va à l'encontre des violences, de ces violences par le fait même de prendre la parole. Mais cette prise de parole est une parole engagée et cette parole a besoin aussi d'une écoute. Et faire silence, je pense que c'est pas du tout l'attitude qui est attendue de la part de ces personnes qui ont au contraire besoin que nous fassions, que nous les reprenions à notre compte et que nous fassions une chaîne aussi pour que cette parole soit mieux entendue. Parce que sinon, si on fait silence, elle risque de retomber dans l'oubli. Voilà ce que j'aurais envie de quand même repréciser par rapport à ma perspective. Peut-être juste un mot, faire silence, d'accord, mais aussi écouter les artistes qui ont une manière de repenser les flux, les parcours d'une façon non verbale qui n'est pas silencieuse si l'on veut et qui va être très distanciée par opposition au discours médiatique qu'on rencontre et qui nous est martelé tous les jours. Donc c'est une sorte de distance plutôt que le silence. Et je dirais juste aussi que rien ne s'exclut. On peut prendre silence, on peut prendre de la distance, on peut parler, on peut... dès lors, effectivement, que ça se fait ensemble et qu'on n'est pas coupé, ça c'est sûr. Ni nous et eux, mais tous ensemble. Voilà. Je pense que les trois présentations nous montrent aussi, puis vous me direz ce que vous en pensez, que les médias, que ce soit l'écriture, le théâtre, etc., ces médias-là amènent vraiment à croiser à la fois les émotions qu'on ressent en tant qu'être humain, mais aussi le politique. Et c'est pour ça que peut-être il ne faut pas rester dans le silence, parce que le politique est éminemment présent dans tout ce que vous avez amené. Donc c'est peut-être de ne pas laisser l'émotion prendre le dessus, mais d'être toujours dans ce croisement-là entre l'émotion et le politique qui va faire que un changement peut-être peut arriver. L'émotion toute seule ne va pas faire arriver du changement, effectivement. Mais le politique sans émotion, ça ne marchera pas non plus pour qu'il y ait des transformations plus fortes et plus ancrées, finalement. Je crois que l'un quand on parle aussi de silence ou pas silence, c'est qui parle. Qui parle et comment donner la parole. Ce qui m'a aussi touchée dans ce que je ne sais plus qui l'a évoqué, le premier temps de la survie, qui est le silence, et le deuxième temps qui est la prise de parole. C'est toi. Et c'est vrai que faire silence, c'est pour faire un appel d'air à ce qu'une autre parole émerge. Et quand cette autre parole émerge, comment créer des conditions délicates pour que ça pousse, mais que tous ces humains parlent, disent, en tout cas, prennent parole.
Si vous permettez, juste, je voudrais rebondir un petit peu à l'intervention de ma collègue. Moi, par rapport à l'objet testimonial, vous parliez, ça dépend qui parle. L'objet testimonial, c'est donc les premiers concernés, victimes de violences qui prennent la parole. Et mon expérience de ces corpus, de quoi qu'ils parlent, et un sentiment d'urgence de prendre la parole. Et un sentiment d'urgence, justement, par rapport au caractère intolérable des violences qui ont été commises et qui, généralement, sont ignorées, voire, pire, niées par ceux qui les commettent. Là, en l'occurrence, quand on parle, c'est une discussion que j'avais ce midi avec une intervenante de ce matin. Il y a des violences qui peuvent faire l'objet d'une discussion pour une reconnaissance d'un statut de réfugié. Il y a d'autres violences qui n'ont même pas cette possibilité-là, étant donné que les violences pendant le parcours de migration sont généralement des violences dont on ne cherche jamais à nommer les responsables. Et qui, de ce fait même qu'il n'y a pas de cadre juridique pour essayer de les traiter, tombent dans l'oubli et demeurent dans l'impunité et se perpétuent. Voilà, merci. Moi, tout ce que je voulais dire, c'est que connaissant plusieurs jeunes qui ont participé au projet artistique que tu as mis en œuvre, je voudrais souligner leur fierté d'avoir participé à cette œuvre et la confiance en eux-mêmes que ça a suscité. Alors il y a d'autres choses qui sont venues se rajouter, par exemple la scolarisation, puisque beaucoup sont demandeurs de formation, très demandeurs de formation, et cette fierté, cette prise de confiance en soi surtout, c'est encore plus spectaculaire avec la jeune fille que tu as évoquée et qui, quand elle est arrivée, était dans une attitude de défense, d'être un peu prostrée, recroquevillée, et qui maintenant s'épanouit, prend de l'assurance, prend confiance. Oui, juste un mot sur le mot silence. Pour moi, le mot silence, c'était de dire ne pas parler à leur place, en tout cas de ne pas les désapproprier de leur discours. Mais en revanche, on a à relayer leur discours. On a à en faire la plus grande diffusion possible, bien sûr. Tout à fait. Oui, d'ailleurs, je voudrais revenir sur le titre du film de Laetitia Tura et Hélène Crozilla. Ça s'appelle « Les messagers ». Donc, c'est les gens qui transmettent cette parole. Et elles-mêmes, enfin, ces deux auteurs, parlent aussi de veilleurs de mémoire. Donc, il y a toute une réflexion là-dessus. Et je reçois des messages, des fois, sur ma boîte par rapport à Héritage. Et ils signent les héritiers. Les héritiers d'Antigone. Donc régulièrement, oui. Et on s'est renommé parce qu'on parlait de migrants et tout ça. Je dis, mais quoi, migrants? Mais vous n'êtes pas des migrants, vous êtes des troubadours. Je dis, avant les troubadours, ils allaient de château en château et puis ils disaient des trucs et tout. Puis l'autre fois, je rencontre quelqu'un, un jeune, et puis il me dit, ouais, moi je suis un troubadour. Alors je dis, donc ça s'était transmis entre eux, la notion de troubadour et de renomination, et c'est effectif en fait. L'autonomination, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les questions de genre aussi, et les questions de fierté, évidemment, les invisibilités, sortir de
l'invisibilité, du sans-voix. D'ailleurs, je suis allée en Acadie travailler sur Antigone et travailler sur qu'est-ce que c'est que prendre parole, garder parole dans une culture. Et de se renommer troubadour ou de se renommer les héritiers ou de se renommer, c'est complètement actif et opérant par rapport à l'empuissancement d'être... D'où tu viens? Je suis un troubadour, quoi. C'est aussi tout un tas de choses drôles à se réapproprier, voilà. Et par rapport à cette question du relais, en fait, je parlais de cette urgence à dire des témoins. Elle peut conduire à des déceptions, étant donné que s'il n'y a pas d'indicible, il peut y avoir des obstacles à dire, et surtout il y a un obstacle qui est l'absence d'écoute et le caractère inaudible de ce qu'on cherche à transmettre. Et c'est bien la raison pour laquelle il est important d'être aussi vigilant que possible à recevoir cette parole qui demande une écoute particulière. Ça va pas de soi, ça demande un énorme travail en fait. Étant donné que ce qu'il cherche à nous décrire la plupart du temps, c'est inimaginable pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Donc il y a tout un travail à faire pour essayer de diminuer la distance qu'il y a entre celui qui parle et qui a une expérience qu'on n'a pas et celui qui reçoit. Et je dirais que le passage par le mythe, en tout cas j'entends, parce qu'il y a des fois on a beau dire je suis OK pour être à l'écoute, en fait des fois on n'est juste pas capable, et passer par le mythe, passer par ce par quoi est passé Oedipe. Dans notre fiction, Oedipe, pour nous, est passé par Gibraltar. Donc on a complètement transposé ça. Et donc le fait qu'il se crève les yeux, il disait ah oui quand même. Et donc après, par la fiction, des choses ont pu être. Je dirais que je parlerai plus de mon oreille. J'ai créé un dispositif qui permette à mon oreille de recevoir l'indicible. Parce que dans la vérité, je suis pas sûre de pouvoir recevoir l'indicible. Et donc c'est cette transposition artistique qui a permis que dans la fiction, certaines choses de leur réel puissent se dire et que mon oreille puisse l'accueillir. Je travaille aussi à former des personnels de police dans les accueils de violences faites aux femmes. Et on retrouve des choses dans l'accueil des migrants, c'est-à-dire la première des choses, c'est croire, présomption de croire. La première chose, c'est, enfin, je me répète, mais c'est 1, on croit, 2, on fait effectivement, on réunit des faits pour voir comment la chose et existe, mais la présomption de croire, c'est vraiment quelque chose qui est travaillé et par le personnel de police, par le personnel d'accueil, et souvent avec les migrants, ils sont face à une présomption de soupçon et non pas face à une présomption qu'on les croit, parce que eux, ce qu'ils disent de toute manière, c'est leur réel, c'est réel de toute manière. Donc il y a cette chose-là d'écoute à être formé, à trouver des dispositifs pour l'entendre. C'est vrai que c'est hyper important parce que l'indicible, comment on l'entend, quoi. Si encore, je vous propose de faire